maison avec les rapports qu'on fait, mais c'est toujours aussi de trouver des images ou des rapports qui peuvent être aussi mémorisés et être dans dans un autre lieu. Ça, c'est le plan. Bonsoir, Buenos Aires. Et merci bien pour l'invitation de donner ici cette conférence, cette grande honneur. Et je vous cherche premièrement, dans une petite introduction, de vous présenter mon canton, où je vis, où je travaille, où nous travaillons. J'excuse mon français, un français de gymnasie. Je n'ai pas l'occasion de parler assez le français, mais j'ai dit on est en centre suisse, alors on parle langue suisse ici, roman, je ne comprends pas, et comme ça, c'est meilleur de parler français. Alors, j'ai cette petite introduction. Depuis, je veux parler de l'habité avec de petites maisons. Je vais parler du vin. Je vais parler d'une vallée à 1850 mètres sur mer, qui est très fameux entre nord et sud. Je vais parler de la justice et à la fin, je vous présente encore une fois ici la Monte Rosa. Alors, j'essaie si ça fonctionne. Planifié par 11 la Suisse, barriques. C'est la position géographique de la Suisse a déterminé cet pays depuis siècles. C'est dans les Alpes, comme vous savez, c'est dans le centre d'Europe où on a le rapport entre le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et tout ça a donné à cet pays une stratification des différentes cultures. Ça, c'est une condition. Je parle des ressources qu'on a dans cet environnement. On a des ressources qui sont locales, mais aujourd'hui, naturellement, toujours les ressources viennent naturellement aussi des autres lieux, de tout le monde, tout ça qu'on lit, tout ça qu'on vient raconter, des voyages qu'on fait, tout ça. Mais je me concentre de cet environ. Depuis, on a le paysage. Le paysage est très fort. Le magasin Werk, Bauen und Wohnen, dans la Jubiläumsausgabe 2014, a présenté ce magasin avec cette image. Et pour moi, cette image, c'est très indicatif pour ce que je vais parler, et je pense aussi un peu pour la Suisse. C'est le paysage qui est cultivé, le paysage qui est traité. Il n'y a pas de nature vraiment. Tout est urbanisé en Suisse aussi. Et urbanisé dans un mot qu'on peut aussi parler quand on essaye de le traiter très sensible. C'est le monde, comme vous voyez, comme cette route passe, cette roche. Une fois, on a la part qui va droite et à l'autre part, on fait la petite courbe pour vraiment dominer cette situation. Alors, les artistes, William Turner, qui a voyagé par la Suisse, a parlé de ça. Il a parlé du rapport de l'artefact de la nature, de cette nature monumentale et très beau aussi. C'est la topographie qui domine notre canton, le Grison. Le Grison est un canton avec 150 vallées, des vallées et des gorges. Et dans cette vallée, il y a une topographie qui est très très forte et qui domine le paysage. C'est pas l'image que
nous sommes intéressés à l'image de ce paysage, mais nous sommes intéressés à la spatialité. C'est une spatialité énorme, une spatialité monumentale aussi. C'est la condition où on construit. Ça, ce sont des photographies de Godely, un photographe suisse grisonné. On parle aussi de la matérialité qui est assez présente dans cette région. La matérialité qui est naturellement la base de chaque projet. Il y a 200 années, Caspar David Friedrich, dans le temps du romantisme, a fait cet tableau très connu aussi, Der Wanderer über das Nebelmeer, le voyageur sous et ça, cette image ici montre ce rapport romantique aussi, et c'est aussi une idéalisation naturellement d'une situation quand dans le 18 centre, dans le temps où l'industrie était dans les villes très fort et présent. On a cherché d'avoir des autres images et c'était le temps 1750-1760 où aussi les premiers Français sont allés dans les Alpes pour avoir cette contre-monde, cette contre-vie, une autre image. Et c'est une sorte de romanticisme, mais je pense aussi c'est aussi une nostalgie que chacun de nous a aussi aujourd'hui dans le vie. C'est Walter Niedermeyer, contemporain de 200 années plus tard, avec cette photographie dans les Alpes aussi. Les Alpes qui sont maintenant occupés par les infrastructures qui sont condamnées aussi, c'est une relation beaucoup plus réaliste, si on veut. Mais c'est cette nostalgie, je pense que c'est une condition, peut-être une condition humaine aussi. Ça, c'est une chose. L'autre chose sont les bâtiments de la tradition. D'une part, nous avons les bâtiments de bois qui sont construits par la culture de l'allemand, les Walser, et de l'autre part, la culture latine, la culture des bâtiments massifs. Ici, un très beau exemple d'une maison de paysan avec ce beau toit baroque. De l'autre part, naturellement, comme d'aperçu, il y a des beaux lieux sacres, des différentes églises dans toutes les façons. Ça, c'est une église du temps Moyen-Âge. C'est pas loin du village où je suis. Et fermé, avec une seule petite. Avec 7 ans, j'étais dans cette petite église et j'étais étonné de ces magnifiques fresques. De l'autre part, le tourisme qui arrive le 18 siècle en Canton, et il construit une nouvelle dimension, la dimension qui arrive de la ville, c'est la dimension des grands hôtels. Ça, c'est le grand hôtel à Saint-Moritz, qui a été construit en 1870, plus ou moins. On a construit les ponts, les fameux ponts, les ponts pour le chemin de fer, l'infrastructure aussi pour le tourisme. Et les beaux ponts, ici un exemple en béton élégant qui a fait cette geste dans une vallée, dans une gorge très profonde,
Ce sont les ponts élégants construits en béton de Robert Maillard, que vous connaissez probablement. Depuis les grandes constructions qui ont vraiment transformé cet paysage, transformé et construit un nouveau paysage. Au-dessous, mais aussi au souterrain, on a beaucoup d'écarts qui sont de montes incroyables et très intéressants de découvrir. On a 100 et 1000 kilomètres des galeries souterraines dans ce canton qui sont construites par la production d'énergie. Ici, un exemple qui représente tous les éléments. La nature, d'une part, depuis cette énorme digue, c'est la digue de Sevraila, pas loin de Peter Zumthors Thermefalls, et au-dessous, cette fragile, très beau centrale de William Dunkel construit dans les années 50 avec le lac artificiel qui fait un miroir. Et ce miroir contient, c'est une synthétique de tout ça que je pense que c'est important en construisant dans notre canton. Maintenant, je vais vous montrer deux petites maisons. Une maison, la maison à Sevjain, une maison construite en bois dans une ville, mais à côte de la ville, dans une bois. Une maison qui est déterminée par une grande fenêtre qui donne sur le paysage. Un petit plan. Le plan qui consiste de deux chambres qui sont liées avec un split level et la petite maison à 8 étages. Une maison pour une famille. Elle est très mince et haute. Comment construire un bain dans une situation où il n'y a pas d'orientation ouverte cet panorama, cet immense panorama, et dans l'autre part, c'est le contraire. Elle est large, elle est présente, elle a différentes fenêtres qui donnent sur différentes vues. La maison construite en bois à sommeil ou peut-être aussi être construit en béton, mais si on s'approche à cette maison, alors on sent le bois qui semble être un instrument qui protège les habitants de cette petite maison, avec une fenêtre de 2,50 m par 5 m. Ici, c'est ce moment magique aussi, c'est le tableau Segantini qu'on a ici. On a le Segantini depuis toutes les saisons, et c'est aussi chez nous les saisons sont très forts, et le mouvement du temps, le mouvement des saisons sont forts, et on cherche dans notre architecture de mettre ces situations en scène. C'est aussi le monde où on peut contempler la nature, ou un rapport avec cette nature qu'on connaît peut-être des pavillons japonais. Le petit temple. La seconde maison, aussi petite, mais le contraire, massif de béton dans le village maintenant. Elle fait part
des maisons ici, mais aussi au bord, dans les vignes, d'une part et de l'autre part, dans le village. Dans le village, qu'elle fait une sorte de frontière. C'est une sorte de castello, petit castello avec 3 étages, mais les étages sont cachés, on ne les voit pas. La maison est construite avec un béton isolant qui a des fragments de verre dedans qui font l'isolation. Ce sont les bouteilles que les touristes boivent et on les a transformées et recyclées. Ça, c'est la meilleure méthode pour recycler le verre que les touristes ramènent. C'est le plan du rez-de-chaussée, une petite entrance, une chambre à droite et la cuisine qui donne sur un petit jardin. Et aussi ici, c'est le rapport avec le village, avec les voisins qui sont importants. Cette maison parle maintenant vraiment de la plasticité, de la masse, du poids. Elle parle du mot quand on va de rez-de-chaussée à l'étage sous le toit. Et elle parle elle concentre tout ça, toutes ces décisions architecturales dans cette idée de la massivité. Ici, une référence de Rachel Whiteread, l'artiste anglais qui a fait des très beaux travaux sous ce thème aussi. Ici, une image d'escalier, l'escalier où la lumière donne sur cet escalier et où on voit dans la rue du village. À la fin, on arrive au-dessous, là on a la bibliothèque, le feu et le petit balcon qui donne sur la vigne. Et la vigne qui peut-être le lieu qui est très radiqué d'une fois, mais ça peut être aussi un lieu en France. Radiquer une maison signifie radiquer cette maison avec les rapports qu'on fait, mais c'est toujours aussi de trouver des images ou des rapports qui peuvent être aussi mémorisés et être dans un autre lieu. Ça, c'est le plan. Consiste aussi de 2 chambres et 4 fenêtres. Les fenêtres mesurent le paysage. C'est aussi l'architecture signifie mesurer le paysage, se mettre en rapport avec ce paysage, dans la horizontalité et dans la verticalité. Le troisième projet, c'est le projet d'une farm, des producteurs du vin, Gantenbein. Les Gantenbein sont des très connus et très fameux producteurs du vin. Ils produisent 30 000 bouteilles de pinot noir dans un niveau de standard comme les grands Bordeaux en France. Et il y a 10 ans ou 12 ans, ils ont agrandi leur farm avec une cuverie. 1918 ici à Paris, la cuverie, la vallée de la Bregaglia où il vivait vous la voyez dans une situation spatiale complètement différente de la verticalité, une vallée très planifiée par 11 barriques qui pour seulement 2 semaines sont en fonction. Et tout l'autre temps, ce espace est vide. La section avec 3 plans à la droite.
comment construire un nouveau bâtiment pour les Gantenbein. C'était plutôt une farm, une petite farm, ou c'était un château. Qu'est-ce que c'est? Nous nous sommes décidés pour une sorte de temple avec une base, avec des pilotis, avec un toit très léger qui couvre une grande terrasse où on peut manger et boire de l'eau. Depuis, vous voyez en demi la part qui est fermée, la part où la cuverie se trouve, et là on a cherché de trouver une sorte de remplissement de cette partie de l'édifice. On connaît le mot de remplir, de remplissez ces parts avec des briques. On prend une brique, le second on a un trou, un brique, ça. Et on a décidé de faire ça plus ou moins dans cette méthode. Et alors, dans ce temps, à l'ETH de Zurich, on faisait des expériments avec des robots qui étaient capables de construire murs robots qui construisent murs. Et un mur, c'est le plus archaïque, la plus archaïque méthode de construire un mur, comme nous le savons. C'est le murateur qui fait brique sous brique. Et avoir la possibilité maintenant de transformer cette construction et la donner à une machine et la transformer à une production de machines, ça nous a très intéressés parce que la machine a la possibilité de positionner chaque brique dans une position exactement précise. Et alors nous avons inventé une idée du projet. L'idée du projet, c'est que le bâtiment est une sorte ici, dans la extension un continuateur avec des sphères, de grandes sphères qu'on remplisse dedans. Et la projection sur la façade est construite avec des images qui sont produites avec des algorithmes. Et alors, chaque brique devient une sorte de pixel, et ces pixels, dans la somme, produisent cette image. Et ça, c'était une complète nouvelle possibilité de faire ça. Nous avons transformé les murs en des éléments qui sont été transportés, premièrement produits par cet robot qui normalement produit des voitures. Et c'était vraiment fascinant. Dans 2 semaines, on a produit tous ces murs et les a emmenés dans le chantier, montés. Et le résultat, c'est une façade qui, dans la lumière, dans le soleil, se transforme. Et cette façade a une superficie plastique aussi, et c'est l'image, mais l'image à la fin, c'est pas assez important. De dedans, c'est transparent, il y a 8% des trous, seulement 8%, c'est pas tant, et cette mur a la capacité de se transformer dans une expression totalement textile. Et ça, c'est fascinant. Ça, c'est la théorie de Semper, la transformation des matériaux, le textile qui devient mur, et le mur qui raconte de la tente, etc., etc. Et cet espace a aussi une expression très, très sacrale à la fin.
qui laisse transpirer la lumière. Depuis, on a un escalier qui porte dans la terre. Là, on a les caves, la petite cave pour le vin, pour un chardonnay, vin blanche, et la grande pour le pinot noir. La grande portée des colonnes qui sont des colonnes à champignons, illuminées artificiellement. À l'autre part, tectoniquement, le contraire, c'est la voûte, le poids. C'est se sentir dans cette terre aussi. Et le climat est naturellement différent. Et depuis le contraire, la terrasse complètement ouverte, sous cette toit très 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 fin, construit au métal, avec maintenant, il y a un pointeur ici. Alors, la plasticité était importante de chercher un rapport avec la plasticité existante du il y a là, dans la destra, un espace qui est complètement caché et fermé, avec une seule petite fenêtre. Maintenant, je voudrais voyez les images ici, excusez-moi, je fais quelque chose. Et ça, c'est le... OK. Parfait. Merci. Ah oui, c'est ça. C'est le point de ça. OK. C'est mieux. OK. Ça marche. Merci bien. Alors, c'est la vue, c'est la vigne qu'on a ici. Et depuis, c'est le lieu où on va manger, on va boire quelque chose. Et nous nous sommes demandé qu'est-ce que c'est la maison la plus archaïque qu'on connaît de ce moment. Et ça, c'est la tente, naturellement. La couverture éphémère aussi qu'on connaît. Et nous avons dit que ça pourrait être beau d'être comme sous une tente aussi. On a fait des photographies dans la ville, on a fait des dessins, on a produit des rideaux. Et alors les résultats, c'est ça. C'est cette transformation de la massivité dans le terrain, et là au-dessous, c'est le contraire, c'est l'éphémère, c'est ce moment aussi existentiel, on peut dire. Et alors, cet espace complètement fermé, close, qui a seulement une petite fenêtre, hublot, on dit en français. Et ça, c'est la mémoire du bâtiment, peut-être. On est en voyage. Si on bu probablement aussi trop de vin, alors on a ces moments probablement qui peut-être succéder. Et le matin, quand on finit la fête, on a cette vue très précise dans le paysage. Ça, c'était le premier geste. Et peut-être on se ça veut dire cette transformation de moments très on se souvient des images qu'on connaît. Ça, c'est Giovanni Giacometti, l'oncle de Alberto Giacometti, le ciel de nuit, très beau tableau dans le musée d'art à Coire. Et ça, c'est le macrocosme. L'escalier, une vue dans le baril, ça c'est le microcosme, peut-être. Et ça, c'est le bâtiment Gartenbach. Maintenant, la location est différente. Nous allons à Saint-Moritz. Le spa Saint-Moritz, c'est le nouveau bain de Saint-Moritz. Saint-Moritz, un lieu touristique, la noblesse des 18 siècles allait au Saint-Moritz de toute l'Europe. On construit une ville mondaine aussi
qui raconte de la ville dans les Alpes. Et ça, c'est cette contradiction de ces paysages, premièrement agricole, qui s'est transformé dans une ville mondaine dans les Alpes. Nous avons eu la possibilité de construire cette baie il y a 5 ans. Ici, de la part Samoritz à 2 parts, une part le Samoritz village et le Samoritz bain, les bains. Et dans les bains, naturellement, on a construit ces nouveaux bains. Comment construire un bain dans une situation où il n'y a pas d'orientation particulièrement? C'est clair, c'est un quadrate, le rectangle. C'est une première condition. Les mesures sont 72 mètres pour 72 mètres. C'est la mesure plus ou moins exactement de la Staatsgalerie de Mies van der Rohe à Berlin. Mais ça, c'est un Zufall, c'est par hasard, pas contrôlé. Alors, comment construire un bain dans 1850 mètres dans une vallée qui a été décrite des littéraires, des philosophes, beaucoup, Segantini était là, Hodler, Giacomettis et tout ça. C'est une vallée vraiment particulière en Europe parce qu'on sent qu'on est entre le sud et le nord aussi, dans cette altitude. Il y a 5000 ans, on a déjà fait des bains, là, on a trouvé des vieilles fontes. Et ça veut dire que c'est une région aussi cultivée, il y a beaucoup d'espèces. Alors, comment construire un bain? Si on a la neige, alors il faut s'élever de la neige, construire une base. Si on a de la pluie et le soleil, il faut se protéger du soleil, on construit un toit avec des pilotis. Et ça y est, ça c'est l'idée du projet. L'idée, le petit temple, le temple qui parle de la lumière, parce que la lumière est extrêmement particulière. Mais premièrement, il faut mettre en scène cette arrivée à cette base de plus 3 mètres. Et ça veut dire que nous entrons de l'extérieur et nous entrons par la terre, avec des escaliers qui montent, non? Qui descend, où on arrive dans une monte très complexe et dans une monte aussi un peu du catacombe. On peut peut-être mémoriser ça. Avec une coupe qui a un escalier où on a une seule fois la lumière qui arrive du ciel et qui donne orientation dans cet très grand bâtiment. Alors on arrive dans un foyer, tout est tenu dans l'obscur plutôt, à travers tous ces bars de fitness, les douches, les garde-robes. C'est comme les Japonais qui font pas le chemin direct, on fait le chemin indirect aussi, pour arriver dans le premier foyer où la lumière zénitale touche premièrement le terrain. Et on a l'orientation d'être dans le centre de ce bâtiment. Et alors on trouve l'escalier qui porte à la lumière et qui porte au plateau où on y a construit 5 bassins. Le grand bassin, le bassin pour faire les jumps, le bassin pour les enfants et les bassins dehors. C'est le bassin au dehors qui donne sur le sud, sur l'axe de la vallée, c'est important. Et alors, vous le voyez alors plus tard,
Ici, il y a une sorte de Kaaba, et là, dans cette Kaaba, nous avons inséré les glissoires. Les glissoires sont toujours très difficiles d'insérer dans une piscine parce qu'on a de la musique et tout ça. Ça, c'est la composition de le plan. Alors, on arrive, on voit loin, à l'eau, le rapport avec la forêt, d'une part, et de l'autre part, on a le rapport avec la ville. On a tous deux. La ville, et ça c'est l'histoire, on est radiqué dans cet temps de la noblesse. Saint-Maurice, on dit que Saint-Maurice est le top of the world. Je ne suis pas si sûr si aujourd'hui on a encore cette classe, parce que comme dans beaucoup des lieux touristiques, on a construit des mauvais bâtiments aussi. Mais ça, c'est le rapport qu'on a, c'est l'héritage aussi. On a des plats sous, on a deux hauteurs, une hauteur à 6 mètres et l'autre hauteur à 3 mètres, où au-dessous on a la wellness, insérer la wellness sous le toit. Et alors, cet axe où on mesure la vallée, on est dans cette monumentalité, cet espace. Ce n'est pas la dimension du bâtiment qui est maintenant riche, mais c'est la dimension de la vallée. On travaille avec ces vallées. Vous avez ici une ville qui parle de l'horizontalité, une mode très, très, très forte. Je suis sûr, quand Giacometti arrivait en 1918 ici à Paris, de la vallée de la Bregaglia, où il vivait dans une situation spatiale complètement différente, de la verticalité, une vallée très, très mince et aussi avec peu de lumière. Arrivant à Paris, c'était pour lui probablement une expérience d'espace très très important. Je pense aussi que ces travaux avec les petites, les grandes figures, l'homme qui marche et tout ça, qui ont beaucoup d'affaires avec sa childhood, avec sa enfance, où il a vécu dans cette vallée, arrivé ici à Paris alors. Et elle a fait aussi dessiner une très belle série, Paris sans fin, que vous connaissez probablement, où il parle exactement de cette horizontalité. Je pense que l'architecture, nous sommes les avocats de l'espace. Nous cherchons à notre projet de le mettre en scène. Ça, c'est le moment le plus majestique, faire le bain en dedans, 1800 mètres dans la neige, dans la nebbia, dans la le brouillard, c'est aussi possible ici, c'est majestique. C'est vraiment avoir une expérience très archaïque, comme dans le romantisme avec Caspar David Friedrich peut-être, mais naturellement dans longtemps. Alors, cette machine pour les enfants, c'est glissant, c'est glissoire, oui. C'est le monde des bruits, c'est le contraire. Et alors, le grand espace au-dessus du toit, où on a des longs parcours, tout est élaboré en bois. La matérialité, c'est la Engadinerstube, le salon d'Engadine, qui est fait en bois, peinturé en blanc. Il a beaucoup d'endroits. Ici, la salle du repos, qui regarde au parc du hôtel Kempinski. Et alors, à la fin, la sauna comme des bains turcs. Nous essayons toujours aussi de donner culturellement des rapports qui passent le local. Le local, parler seulement de local, je pense que ça c'est pas intéressant. L'architecture n'a jamais parlé seulement de local.
une fois, et dans l'autre fois, on a Prochain cette projet, le palais de justice à Bellinzona. Bellinzona, la capitale du Tessin. Maintenant, nous sommes dans la part italienne, 50 km ou 60 km de Milano. Ici, dans l'extension de la ville du 19e siècle, on a eu l'occasion de construire ce palace de justice avec Yuri Chenoli. Je pense aujourd'hui nous avons dans la même fascination, le même respect aussi. Historique, avec le château de Galfetti, si vous le connaissez aussi. Et ici, dans cette structure rationnelle, on a eu un bâtiment, on a trouvé un bâtiment existant où on a usé la tête de ce bâtiment, la peintée blanche, le transformé et on a fait une extension nouvelle derrière. Le plan symétrique, c'est la justice. Il y a un centre, le bâtiment existant, c'était intéressant de commencer à élaborer avec l'existant, avec le porticus, la petite entrée, le corridor existant, et depuis ajouter tous les autres espaces. La petite salle ici à droite. Et alors, pour arriver au centre de la salle de justice, la salle de justice est accompagnée par deux voies vides, par deux cours, les cours qui donnent distance entre la salle, le centre, le centre, si vous voulez, et depuis, c'est aussi parce qu'un palais de justice ne qu'un autre qu'un office, qu'un bâtiment d'office aussi. 150 mètres quadrats Alors, photovoltaïque. Ça, c'est la section qui parle des différentes hauteurs et de cette section de continuer une situation existante et finalement pas avoir deux parts, la part vieux, la part nouveau, mais chercher de faire une tous nouveau. Et ça, c'est le résultat de dehors. À droite, l'édifice à deux étages et le nouveau bâtiment à 3 étages. Et ça, c'était pas si simple d'aller de 2 à 3 étages dans un périmètre complètement défini a priori. La façade qui raconte l'addition des bureaux, qui raconte d'un bâtiment qui est massif, construit en béton, un béton qui semble être marmore. Aussi c'est un travail très très précieux fait d'une compagnie d'usine locale. La construction massive que vous voyez ici dans la photo. Alors, la plasticité était important de chercher un rapport avec la plasticité existante du bâtiment existant avec le nouveau et nous l'avons cherché de donner une réponse avec l'avancement des étages pour 10 cm. Et ça donne cette plasticité. Ce sont les balcons, ce sont des fenêtres foncées que vous connaissez. Alors, encore une fois, l'axialité, la bandière suisse, et ça c'est le début du parcours. On arrive dans cet premier espace, le portico, qui donne exactement au château. Le château était le vieux lieu de la justice. Et maintenant, nous avons le bâtiment, premièrement, était une école. Maintenant, nous l'avons transformé dans un palais de justice. Et la justice ancienne, la justice nouvelle, maintenant, se donne une geste, si vous voulez.
Alors on entre tout blanc, tout innocent, peut-être, de la petite vie aussi de et l'humain, cette cour entre la salle principale. Et ça, ce sont des espaces qui fonctionnellement n'étaient pas nécessaires. Le comité n'a pas demandé ça. Ils sont très importants parce qu'ils font la différence, c'est le but entre ces deux mondes aussi. Et merci bien, excusez-moi, le français était très... mur, c'est le français de chant. Ici, on a... Vous avez des questions? On a fixé une sculpture du Godely, c'est l'artiste prisonnier. C'est un arbre frappé par la foudre. Il l'a trouvé dans les prisons, dans les forêts des prisons. Il l'a porté à Bellinzona, du nord au sud. Ça, c'était le premier geste. Le second geste, c'est coulé en bronze aussi. Ça veut dire cette transformation de moments très précaires. La foudre qui frappe un arbre, c'est le moment aussi de la justice, où un moment peut changer pour humaine une situation complètement. Et l'artiste a cherché de donner ici une réponse. L'escalier, c'est l'espérance, si vous voulez, qui amène à la lumière, et l'espérance pour les juges qui, dans les bureaux ici, ils préparent les cas. Et c'est une atmosphère très, très silente, c'est une atmosphère Sur les projets que vous avez présentés, il y avait deux types de formes. Il y avait ceux qui étaient très rectangulaires, comme un cloître. Et ceux qui ont une forme très... Un convent, une atmosphère du convent aussi, avec cette concentration et avec la lumière que chaque jour on peut examiner et voir comme la lumière passe. Et dans les offices, les bureaux, qui sont très intimes, qui donnent sur la route, qui ont des fenêtres françaises, on peut fumer une cigarette aussi. C'est ce rapport vers le dehors du bâtiment. Maintenant, le café, le meeting room, et le dernier plan, le plan sous le centre, nous avons mis la bibliothèque. La bibliothèque, la mémoire du droit. La mémoire du droit au centre, imaginez d'être le premier qui construit au-dessous de la coupole, du dôme. Qu'est-ce qu'on fait? Le dôme composé par 7 et 3 éléments, ça veut dire 15, 4, 60 éléments préfabriqués de béton. Parce que tout le bâtiment a été coulé en béton. Mais maintenant, nous avons une salle de béton, ça ne fonctionne pas pour l'acoustique et tout ça, et c'était un peu trop banal de faire ça. Et alors, on a cherché de trouver une histoire, de chercher une figuration pour ça. Et c'est le vieux lieu de jugement, c'est le lieu sous l'arbre aussi. Et on a dit, pourquoi pas? Ça, c'était bouler la fête. Dans ces projets aussi, et c'était aussi trop compliqué. Ok, excusez-moi. C'est périlleux. C'est un peu du machisme. C'est l'arbre. Et maintenant, on a transformé cette idée avec la lumière zénithale, naturellement, qui arrive seulement du toit, du ciel.
On a élaboré avec de la plastiline une sorte de surface organique et l'a transformée avec des algorithmes aussi avec le Polytechnique de Zurich dans des éléments coulés en comment est-ce que vous arrivez en tant qu'architecte? Ici, la production des pièces, les Emmentaler suisses, en béton très grand, et qui sont... J'aime beaucoup cette image parce que cette image parle vraiment aussi de la fabrication, du handcraft, du savoir des personnes qui construisent notre bâtiment. Ça, c'est l'armature. Et maintenant, le résultat final, la cupola, qui semble peut-être une sorte d'arbre, peut-être des laits, des Blätterwald, sont avec beaucoup de trous. Les feuilles, oui, les feuilles, je cherchais les feuilles. Des feuilles qui font cette cupola. Et elle raconte aussi du respect, de la dignité qu'on a, ou que je pense qu'il faut avoir envers le troisième pouvoir de l'État, de la justice. Maintenant, dernier projet, la Monte Rosa. La Monte Rosa, un environ complètement différent, Nowhere's Land, dans le centre des Alpes. Il y a seulement de neige ici, et des glaciers. C'est Niederweissermatt. Excusez-moi. C'est proche à Zermatt. Et vous voyez, ce sont les glaciers qui dominent cette situation. Il n'y a pas de routes, il n'y a pas de traces d'humains ici. La vieille Monte Rosa était en mal condition, elle a dû remplacer, et en l'occasion de 150 années de célébration de un très grand merci on a fait un cadeau pour cette célébration du Valais suisse. On a fait la planification et on a cherché de sponsoriser plus ou moins cet bâtiment. Et ça, c'est le Monte Rosa, le vue de Monte Rosa, et en devant le fameux Matterhorn. Et être devant le Matterhorn, c'est vraiment le lieu le plus suisse, le plus suisse-ness. Je pense que c'est pas une autre un lieu qui a cette iconographie aussi que tout le monde connaît, et c'était naturellement aussi une grande responsabilité d'aller construire ici un bâtiment. C'est pas pour le Matterhorn, le Matterhorn ne s'intéresse pas de ça, mais c'était la nature qui est vraiment extraordinaire. Nous avons décidé de construire un plan qui arrive plus ou moins au cercle, à la sphère. C'est un octa, le plan octogonal, irrégulière. Le plan de rez-de-chaussée, c'est le restaurant à panorama à 360 degrés, c'est clair, parce qu'il y a, tous les vues sont extraordinaires. Et depuis la part des chambres, pour 4 ou 6 personnes, sont segmentées comme une orange ou comme une citronne. Le bâtiment a 4 étages sous le niveau du restaurant et un étage et demi au-dessous. Elle est radiquée de la roche, partant
dans le permafrost avec une fondation très, très, très forte. La forme de ces bâtiments est complètement déterminée des conditions. Il n'y a pas de formalisme ici dedans. C'est les fonctions, c'est le programme, c'est l'escalier. Ce sont les conditions du vent, ce sont les conditions du neige, ce sont les conditions de la self-sufficient building dans l'énergie, etc., etc. Ça, c'est la construction en bois. On a construit en bois. On a préfabriqué tout dans la vallée et porté avec l'hélicoptère tous les éléments en site et on l'a construit dans 2 saisons. Ici, ce plein, j'aime ce plein, c'est une sorte de tile aussi. Une tile est quelque chose de très fragile aussi, mais de l'autre part, cette maison résiste à tous ces éléments de la nature. Ça, c'est l'axiométrie qui c'est un peu Escher, si vous voulez, rappelle un peu le mot de Escher. C'est tout construit exactement précis, plus, minus 2, entre 2 et 3 mm. Ce n'est pas un meuble. Ça, c'est la perfection suisse. C'est vraiment le horloge suisse. Je fais un peu de réclame ici à Paris pour ça. Mais c'est vraiment incroyable et ça fonctionnait très bien. On a produit les éléments du lin et du métal naturellement aussi dans la vallée. Et depuis, on a commencé avec les fondements du métal, premièrement, et depuis, avec le tact des hélicoptères, en quelques semaines, on a construit cet bâtiment de bois et le bâtiment est alors revesti d'aluminium pour protéger de la neige, de la pluie et tout ça. Elle brille aussi, elle est fragile, elle est précaire, elle parle de la précarité d'une fois, et de l'autre fois, on a cette massivité de la roche et le glacier qui semble aussi d'être cette monumentalité des glaciers. Je pense ici, nous sommes vraiment dans une situation que peut-être il y a 200 ans. Ça, c'est le début du tourisme 1750, quand les personnes qui vivaient dans les villes sont allés dans cette vallée et sont été expressionnés encore. Et je pense aujourd'hui nous avons la même fascination, le même respect aussi. Nous sommes dans le temps où on a l'Internet, on a la digitalisation et tout ça, mais je pense ce rapport très, très, très profond avec la nature est encore ici parce que nous savons l'humain, il a 40 millions d'années qu'il est sur cette terre et toute cette mémoire est encore présente dans notre DNA. Alors, une esquisse encore importante du projet qui expresse l'idée du parcours. Aller en montagne, ça veut dire parcourir, faire un parcours, 1 heure, 2 heures, 3 heures, et à la fin arriver dans un endroit, dans un lieu de protection. On arrive au restaurant avant cette vue magnifique. On est arrivé pour depuis faire encore 2, 3, 4, 5 passes pour finir dans la chambre l'intimité de la maison qui en protège et qui donne le repos pour se réécrire et pour commencer la prochaine journée avec de nouvelles forces. C'est une métaphore aussi pour la vie, je pense. Et je vous invite tous d'aller ici, dans cette cabane et faire cette expérience. Ça, c'est le moment de chemin. Depuis, c'est aussi une
centrale d'énergie, 8% sont suffisants, avec la photovoltaïque, 150 mètres quadrats de photovoltaïque. Depuis, et ça c'est la plus grande production d'énergie, ça c'est l'espace d'escalier, le soleil direct qu'on consomme et bien porté dans tous les parts du bâtiment. Et à la fin, sous la roche, la production de l'eau chaude avec le hydro-panels. Le restaurant, une expression de restaurant, tous en bois. C'est la mémoire des vieilles, on est dans la tradition des vieilles cabanes. On a des cabanes en bois, on a des cabanes en pierre, tout des. Et depuis, on prend l'escalier pour aller dormir. Et on a 120 places de dormir, à 4 aussi lits, j'ai dit. Et maintenant, chacun... Et pour moi, c'est incroyable ce plan, parce que le plan montre les matelas. Et chaque matelas a sa forme individuelle. Et nous ne l'avons pas projeté, c'est le résultat de tout ça, c'est une sorte de puzzle où on peut parler d'une fois de l'individualité de chaque personne qui arrive ici dans une communauté. C'est le collectif et c'est l'individu. Et ça, dans une place, on peut dormir très bien, très long, ça dépend. Et la nuit arrive, c'est un objet très important si on est là. Le matin, c'est de nouveau une grande présence avec le Matterhorn en devant. On peut être fier des sentiments nationaux, si vous voulez, peut-être. Mais à la fin, il faut aller trouver où est cet bâtiment, très très petit, pas important, dans une infinité de l'espace, dans une infinité de l'espace de l'univers, et qui parle de la petite vie aussi de l'humaine, et peut-être que Saint-Exupéry avait eu plaisir d'aller dans cet lieu ici. Merci bien de votre attention. Merci bien, excusez-moi du français qui est très... C'est le français de chantier, probablement. Vous avez des questions? Si vous avez des questions, nous avons un micro. À propos du palais de justice à Bellinzona, c'est bien ça. Je voudrais savoir ce que... Vous n'avez pas du tout parlé du sol. Qu'est-ce que vous avez mis sur le sol des différentes pièces, notamment là où se donne la justice? Merci. Au sous-sol? Non, le sol. Le revêtement du sol. Ah, le revêtement du sol. Ah, ça c'est le terrazzo. Comme dans le Palazzo Ducale à Venise. C'est cette générosité. Effet des Vénitiens. Ce sont vraiment une usine vénitienne qui a fait ça. Très, très beau. Une pièce. Plus ou moins. Ouais. Merci monsieur pour la présentation. J'avais une question sur le choix de la forme de vos projets. Sur les projets que vous avez présentés, il y avait deux types
de forme. Il y avait ceux qui étaient très rectangulaires, comme le SPA ou le palais de justice, et ceux qui ont une forme très spécifique, comme ce projet ou les premières maisons que vous nous avez montrées. Je voulais savoir comment vous faites dans vos projets pour choisir entre quelle forme vous allez choisir pour votre bâtiment. Ça dépend vraiment des conditions. Les petites maisons ont les conditions de la parcelle. Ils ont suivi exactement ces deux, parce que ce sont aussi des petites parcelles. On a suivi la parcelle, plus ou moins. Une maison, la parcelle, et l'autre avec des exceptions. Et le bain de Saint-Moritz, c'était clair, parce qu'on n'a pas une raison d'avoir une direction préférée. Et alors, on arrive à cette forme. Et cette forme, c'est aussi l'idée d'être imaginé, d'être le premier qui construit un bâtiment dans cette vallée. Il y a 2000 ans, on commence et qu'est-ce qu'on fait? Alors, on fait ça. Pas de plus, et ça fonctionne. Et le tribunal fédéral de justice, Bellinzona, là on avait la condition du bâtiment existant, qui est un bâtiment néoclassicisme, avec une symétrie, et toute la détermination du terrain, c'était aussi déterminé par le client. Mais je pense les formes, la Monte-Rosa a une détermination par l'énergie ou par être efficient dans la construction, dans le rapport entre surface et volume, et pas construire une sphère, parce que construire une sphère, ça c'était Boulet l'a fait dans ces projets aussi, et c'était aussi trop compliqué, et les conditions sont trop diverses, parce qu'on a les panels photovoltaïques, on a des autres conditions. Et ça, ce sont toujours les conditions qui amènent à les formes des bâtiments. Merci pour la présentation. Les projets que vous montrez sont extrêmement beaux, extrêmement maîtrisés, et vous utilisez aussi des moyens techniques, d'ingénierie très poussés. Quelle est la place, comment est-ce que vous arrivez, en tant qu'architecte, à utiliser et à maîtriser à ce point l'ingénierie dans vos projets? Encore une fois quelle est la place dans votre pratique qu'occupe l'aspect d'ingénierie, le travail d'ingénieur? Il est très important, et nous commençons de début à travailler avec nos ingénieurs. Nous avons plus ou moins les mêmes. Jürg Konzett, on le connaît peut-être, et Gartmann aussi, qui travaille aussi avec Zumthor et avec Olgiati. Et on a une collaboration très directe aussi au début des projets, et avec les ingénieurs de construction et avec les techniciens aussi, avec les techniciens d'énergie. Mais ça, c'est un champ un petit plus compliqué. Il n'y a pas assez bien des techniciens en Suisse pour le moment. Mais c'est une collaboration très importante. C'est pas on ne fait pas un projet depuis on va chez Technique et on demande la solution. C'est toujours une sorte de développement du projet et chercher toujours d'optimiser le projet. Aussi avec ces demandes techniques, ces demandes d'ingénierie, ces demandes de la tectonique, ces demandes de l'efficience, et la demande du mode de construire, comment on veut construire tout ça. Ça dépend du matériau, etc. La construction du bois, pour exemple, elle cause une planification très précise, parce que la préfabrication est
et la préfabrication. Et quand on va au chantier, alors c'est terminé. Ok, je pense que le temps est très beau aussi, l'apéritif. Un très grand merci, Valentin Béhart. On continue dans le foyer autour d'un verre. Merci beaucoup. Merci bien.